Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Architecte Bâtisseur, la chaîne des autoconstructeurs qui se bougent en écologique bien évidemment. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de la construction durable. On parle toujours de construction durable, de développement durable, de tout un tas de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la société moderne pour faire ce qu'on appelle du greenwashing. Du greenwashing, c'est-à-dire donner une apparence d'écologie à quelque chose qui n'est pas du tout. Ça, c'est une technique marketing qui est très en vogue actuellement parce que les gens sont beaucoup plus sensibles qu'avant à l'écologie et au développement durable. Et donc cette vidéo, c'est un peu pour recadrer un peu des principes de base de la construction durable. Parce que même on peut avoir l'impression parfois de construire sa maison écologiquement ou de la construire sur des principes de développement durable, mais sur des principes qui sont erronés. En fait, il y a des données de base qu'il faut comprendre. Et à l'époque actuelle, c'est hyper important de travailler sur ces choses. Je sais que vous y êtes sensible forcément puisque vous suivez cette chaîne. Et c'est important d'aller plus loin dans la réflexion parce qu'on est vraiment à une phase cruciale de notre civilisation qui est presque menacée de disparition de par notre action trop agressive par rapport à notre environnement. Donc c'est important de recadrer les choses par rapport à un contexte moderne dégradé, extrêmement dégradé, où on doit prendre notre responsabilité et même si c'est une petite action, agir comme on peut pour le bien de l'humanité, le bien de la nature. Donc voilà, je vais vous citer 7 éléments un peu, pour moi, les plus importants pour cadrer votre construction dans un contexte de développement durable. Donc le premier point, ça va faire sourire certains, mais c'est quand même assez important. Pensez à travailler avec un architecte. C'est toujours mieux de travailler avec un architecte. Alors pour quelle raison? C'est vrai qu'un architecte coûte cher, mais les fautes de réalisation, les conséquences d'erreurs de conception peuvent être bien plus lourdes et bien plus coûteuses. C'est-à-dire qu'un architecte est formé pour étudier et optimiser les espaces. Donc, ce qui est important, on va voir dans les points suivants, c'est que dans la construction durable, on ne va pas chercher à construire de grandes choses. On ne va pas faire de grandes constructions, parce que qui dit grande construction dit beaucoup de matériaux, dit beaucoup d'entretien, dit beaucoup d'énergie pour le chauffer ou le refroidir. Donc, on va toujours, dans un contexte de développement durable, travailler sur des petites constructions. C'est le point suivant. Mais l'architecte va vous permettre d'optimiser l'espace dans un espace réduit et de pouvoir, de cette manière, avoir quelque chose qui est bien pensé, bien organisé et bien optimisé. Donc l'architecte, pour ça, est essentiel et ça va vous permettre d'aller droit au but. C'est-à-dire, une fois que vous allez prendre votre chantier, vous avez tous les plans qui sont bien réglés et vous allez pouvoir aller directement à l'essentiel. Donc un architecte va vous faire économiser non seulement de l'argent, mais de l'énergie aussi. Et c'est important dans le contexte moderne. Également, si vous allez travailler avec un architecte et vous allez sélectionner pour ses qualités dans le développement durable, il va pouvoir vous donner des conseils très importants sur l'orientation de votre habitation, sur l'optimisation de l'aération, sur tout ce genre de choses. Donc, travailler avec un architecte, c'est un élément assez important, à mon sens, à la base. Ensuite, comme je vous ai dit avant, faire une construction de petite taille. Parce qu'une construction de petite taille va vous demander déjà beaucoup moins de temps pour fabriquer votre habitation.
ce qui va vous permettre d'habiter et de pouvoir déménager plus rapidement, donc d'économiser de l'argent. Ça va vous permettre aussi d'utiliser moins de matériaux, d'avoir besoin de moins d'énergie, non seulement pour construire le bâtiment, mais aussi pour son utilisation future. C'est-à-dire que toute surface habitée doit être entretenue. Aussi bien l'entretien journalier que l'entretien périodique pour refaire, je ne sais pas moi, des peintures, des enduits ou tout un tas de choses. Même si vous allez travailler avec des matériaux écologiques, extraire un matériau a toujours un impact sur l'environnement, a toujours un impact énergétique. Même si un produit est naturel, il a toujours un impact énergétique une fois qu'il est sorti de son milieu naturel. Donc cet impact énergétique, on essaye de le diminuer au maximum en travaillant le maximum manuellement, c'est-à-dire on va faire des choses manuelles pour ne pas faire intervenir des machines qui consomment de l'énergie, mais malgré tout, ça rentre dans une logique où si vous avez un grand bâtiment, faire tout à la main, ça va être difficile, donc vous allez plus facilement utiliser des machines. Bon voilà, donc c'est un contexte de réflexion globale sur la consommation énergétique. Troisièmement, construire des maisons en carré. Pourquoi en carré? En carré ou en rectangle, hein, mais on va essayer de rassembler, même si vous allez faire un rectangle, vous n'allez pas faire un rectangle très allongé, vous allez essayer toujours d'essayer de ramasser votre construction, parce que quand on fait une construction polygonale, ou en plusieurs ailes ou plusieurs bâtiments avec des couloirs partout, vous allez avoir plus de surface d'échange. Pour la même surface habitable, vous allez avoir plus de surface d'échange, donc plus de déperdition d'énergie et plus de difficultés à chauffer et à utiliser différents espaces. Donc, toujours dans une construction durable, on essaye de ramasser la construction. Non seulement vous allez vous étaler moins sur le terrain, donc laisser plus d'espace à la nature et au jardin, et vous allez optimiser la consommation énergétique pour l'utilisation du bâtiment, pour la lumière, pour le chauffage, le rafraîchissement, tout ça. Ça, c'était le troisième point. Quatrième point, éviter l'isolement géographique. Donc, évitez de partir, si vous travaillez en ville, ou si vos enfants sont à l'école en ville, ou vous avez vos loisirs en ville, évitez de sortir de la ville et de vous éloigner comme ça, de vous installer géographiquement éloigné ou isolé, parce que la moindre chose que vous allez avoir besoin de faire pour vos activités habituelles va vous demander de prendre votre véhicule, de prendre votre voiture, de prendre des transports. Si vous êtes isolé en plus géographiquement, vous n'allez pas forcément trouver les transports en commun. Donc le fait d'être isolé géographiquement, en fonction de votre mode de vie, va vous imposer à plus de déplacements et plus d'utilisation des transports. Donc si vous voulez vivre en autonomie, en autarcie, bien sûr que vous voulez faire une ferme, c'est normal que vous vous isoliez géographiquement en pleine campagne, mais pensez toujours à vos déplacements, c'est-à-dire les courses que vous devez faire, vos démarches administratives si vous en avez de manière régulière, vos proches que vous devez aller visiter, les enfants qui doivent aller à l'école, votre travail, vos loisirs, tout ce genre de choses. Il faut bien faire la liste pour essayer de rassembler géographiquement toutes vos activités et vous rapprocher votre habitation de tous ces points géographiques, parce que ça va diminuer vos déplacements, et même si vous vivez en ville, le fait de vivre en ville et de ne pas avoir besoin de se déplacer en voiture, c'est beaucoup plus agréable. Quelque part, vous avez les commerces à proximité, vous avez votre travail à proximité, donc c'est un avantage. Si vous avez une vie urbaine active, si vous avez une vie agricole ou que vous voulez faire une ferme en permaculture, c'est évident, vous allez vous installer à la campagne. Donc, toutes ces fibres, soi-disant bio, il faut faire attention à leur procédé de fabrication, à leur lieu de fabrication, parce que s'il y a une importation qui est lointaine, si la fabrication demande beaucoup d'énergie, si elle demande des produits chimiques pour être fabriqués, même si c'est entre guillemets du bois, au fond du problème, au fond du matériau, ce n'est pas que du bois. Il y a de la résine pour agglomérer la fibre, il y a une fabrication dans une usine et il y a une importation. Donc tout ça, ça joue sur le bilan énergétique du matériau. Choisir un matériau, il faut toujours choisir à proximité d'où on est. Si vous vivez à la montagne, vous allez construire avec de la pierre. Si vous vivez dans une zone où il y a beaucoup de terre, ce qui est la majorité du cas dans le monde, le matériau qu'on trouve de manière le plus abondante et de la manière la plus répandue dans le monde, c'est la terre.
Mais vous pouvez aussi, si vous vivez en pleine forêt au Canada, construire en bois. C'est normal. Vous pouvez aussi construire en paille si vous vivez dans des régions agricoles. Disons que vous devez toujours avoir une réflexion sur la provenance de votre matériau, sur bien sûr son aspect naturel, bon ça va de soi, mais sa provenance. Ce n'est pas parce qu'un matériau est naturel, qu'il est bio, entre guillemets, qu'il est sans énergie grise. Son procédé de fabrication, son lieu de fabrication est très important pour en déterminer sa valeur au niveau durable et au niveau écologique. Parce que maintenant, dans l'époque actuelle, énormément de choses sont transportées. On va acheter quelque chose sur Internet et ce produit vient de Chine et est transporté jusque chez vous dans un colis. Voilà. Pourquoi alors que vous pourriez, c'est pas forcément un produit que vous avez besoin, ou vous pouvez acheter ça sur place, quelque chose qui est fabriqué localement. Donc toujours penser local et penser low-tech. Parce qu'un matériau qui demande beaucoup de technologie pour être fabriqué demande beaucoup d'énergie. Sixièmement, optimiser l'orientation de votre habitation. Donc, toujours bien réfléchir en fonction de votre région. Si vous êtes dans une région chaude, vous êtes dans une région froide, vous allez optimiser soit l'apport de soleil, soit l'apport de fraîcheur des courants d'air. Voilà. Et vous allez éviter, par exemple, l'ensoleillement fort de certaines heures de la journée. Je vois par exemple en Tunisie, donc moi je suis en Tunisie là actuellement, on évite les orientations ouest. Parce que l'orientation ouest, c'est le soleil de fin de journée, très chaud et très désagréable. Les orientations sud, on les aime l'hiver, mais l'été, elles sont insupportables. Donc on va toujours faire des casquettes et des ombrages pour l'orientation sud. Voilà, on aime en Tunisie l'orientation est. Ici, surtout chez moi, c'est une orientation est parce que le soleil du matin est agréable et on a un courant d'air marin qui vient de l'est. Donc c'est une orientation qui est agréable pour la Tunisie. Je vois dans le nord, on va favoriser forcément, le nord de la France je parle, on va favoriser forcément l'orientation sud pour avoir le maximum de lumière toute l'année. On va favoriser par exemple la construction d'un mur trombe au sud qui va pouvoir d'accumuler la chaleur en hiver et qui va permettre un bon ensoleillement, un bon éclairage pendant l'été. Malgré le fait que le soleil est plus vertical, vous allez pouvoir avoir quand même une lumière agréable. Bien qu'on doit se protéger aussi de la chaleur maintenant dans les régions nord de la France parce que le climat change et que voilà, on voit comme cette année qu'il y a eu des canicules même dans le nord de la France. Donc voilà, c'est à mesurer, c'est à estimer ce que vous voulez développer, mais vous devez bien réfléchir à votre orientation, ce que vous voulez favoriser. Vous devez favoriser l'ensoleillement, mais vous devez favoriser aussi les courants d'air. La manière dont vous allez apporter de l'air frais. Il y a des systèmes aussi, j'en parle dans l'article d'ailleurs dont fait l'objet cette vidéo. Donc vous pouvez trouver l'article sur le site Archipile ou sur Architecte Bâtisseur quand il sera rouvert, parce que là il est bloqué, je ne sais pas, avec OVH, on a un petit problème, ça devrait se régler dans les prochains jours. Donc dans l'article, je vous parle des cheminées thermiques. Donc c'est la possibilité de créer des courants d'air internes par exemple, créer une cheminée avec une orientation sud qui est vitrée, qui va permettre de surchauffer l'air dans la cheminée et de créer une aspiration de l'air dans la maison. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet, avec un puits canadien, avec un conduit canadien, de pouvoir, on appelle ça un conduit provençal quand c'est pour le rafraîchissement, de pouvoir tirer l'air frais d'un conduit provençal par l'effet d'aspiration d'une cheminée thermique. Tout ça, je le détaille dans l'article et on aura l'occasion d'en reparler de ce genre de système. Il y a aussi la possibilité de faire, en récupérant par exemple un compresseur de chambre froide, essayer de prendre des choses récupérées, ce n'est pas des choses achetées, mais un moteur de chambre froide, il a l'avantage que le compresseur est lié à un moteur de manière externe. Ce n'est pas comme les frigidaires où tout est imbriqué l'un dans l'autre pour éviter justement qu'on puisse l'utiliser à ce genre de fin. Donc le moteur de chambre froide, vous avez une roue avec une courroie et un moteur qui entraîne le compresseur. Vous avez besoin juste d'un compresseur. Le compresseur peut être entraîné avec une hélice éolienne
une hélice verticale, à axe vertical. Et juste par effet d'entraînement mécanique, vous pouvez entraîner un compresseur de chambre froide et le serpentin de refroidissement peut vous servir à rafraîchir l'air qui va descendre dans un conduit et rafraîchir la maison. Donc ça peut être couplé avec une cheminée thermique, un qui va faire descendre l'air frais, un qui va aspirer l'air chaud. Bon, tout ça, c'est des choses qui peuvent être optimisées. Il y a beaucoup de choses qui existent comme ça maintenant, des idées qui ont été développées par les ingénieurs, qui sont très intéressants et qui vous permettent d'optimiser vos conditions climatiques, vos conditions géographiques. Alors le dernier point, c'est optimiser sa construction. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on entend par optimiser sa construction? On va essayer au maximum, grâce à l'architecte justement, c'est de diminuer la quantité de fenêtres par exemple, diminuer la quantité de portes, diminuer la quantité de couloirs et de passages, qui va vous permettre de diminuer votre travail et vos besoins d'acheter par exemple des portes ou des fenêtres. Voilà, parce que voilà, une fenêtre, des vitres, vous avez besoin d'énergie pour fabriquer du verre. Vous avez besoin de dépenser de l'argent pour acheter le cadre, le châssis qui va vous permettre de faire votre fenêtre. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. On optimise sa construction, non seulement par son orientation, mais aussi par la circulation à l'intérieur, l'optimisation de ses pièces. On peut faire des open space, voilà, qui vous permet de diminuer grandement les cloisons et les portes et les fenêtres. Tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent et qui vous permettent d'accéder à une construction durable. C'est-à-dire une construction durable, c'est une construction responsable. Vous allez avoir moins d'impact sur l'environnement en pensant à diminuer non seulement la quantité de matériaux, mais l'impact énergétique de votre construction. Ce n'est pas uniquement son utilisation, grâce à l'isolation et grâce à ce genre de choses, mais c'est aussi sa construction. On voit des choses aberrantes maintenant avec les lois thermiques actuelles en France, c'est qu'ils favorisent à fond l'isolation, mais sans favoriser la provenance du matériau. Or, on veut économiser de l'énergie dans l'utilisation du bâtiment, mais on n'économise en rien l'énergie des produits qui sont apportés pour réaliser cette isolation. Donc quand vous allez faire une isolation en polystyrène, c'est catastrophique. Les produits de polystyrène sont fabriqués pour la majeure partie par BASF en Allemagne. Donc le produit est importé, c'est un produit pétrolier. Il faut faire après l'expansion du produit. Et puis c'est un produit qui est difficilement recyclable. Et même s'il est recyclable, le recyclage nécessite de l'énergie également. Donc il faut vraiment travailler pour le durable dans le low-tech, c'est-à-dire les énergies qui ne sont pas, les matériaux qui ne sont pas technologiques, la basse technologie, parce que la basse technologie est forcément faiblement énergétique, faiblement demandeur d'énergie. C'est pour ça que moi, je favorise toujours dans mon blog la construction en BTC, parce que la construction en BTC va vous permettre d'optimiser au maximum, dans le contexte économique et social moderne, votre construction écologique. C'est-à-dire vous allez pouvoir, avec la terre, construire de manière tout à fait conventionnelle. C'est-à-dire vous allez fabriquer des petits blocs de terre, comme des petits blocs de pisé, que vous allez pouvoir bâtir après de manière conventionnelle, c'est-à-dire n'importe quel maçon sait bâtir des parpaings, il sait bâtir des BTC, c'est pareil. Donc voilà, vraiment pour faciliter votre accès à la construction écologique, moi je vous recommande la BTC. D'ailleurs, je vous laisse en lien de la description un plan gratuit que vous pouvez télécharger pour fabriquer vous-même votre presse à BTC. Sinon, il y a un deuxième plan qui est payant, bon, il n'est pas très cher, qui va vous permettre d'avoir un fichier qui va vous permettre de faire découper au laser toutes les pièces pour fabriquer votre machine vous-même. Donc, ça vous permet d'accéder à une technologie low-tech aussi. Ça, c'est une presse qui ne nécessite pas non seulement beaucoup d'énergie pour la fabriquer, mais qui ne nécessite aucune énergie pour l'utiliser. Et donc, vu que c'est low-tech, vous allez pouvoir le fabriquer vous-même et vous allez pouvoir l'entretenir vous-même. Et c'est une machine qui peut durer des centaines d'années sans problème. Donc, la presse à BTC manuelle, c'est vraiment l'outil indispensable maintenant pour accéder à la construction durable, écologique, à faible coût. Avec une presse à BTC, vous construisez toute votre maison de A à Z, je parle du gros œuvre, hein, bien sûr, gratuitement.
Et ça, je vous le garantis, et je vais faire des vidéos pour vraiment détailler ces techniques-là de manière approfondie, pour vous aider à pouvoir construire votre maison gratuitement aussi avec la terre et la BTC. Et donc, voilà, construire votre presse à BTC, c'est la première étape. Donc, vous trouverez les liens dans la description pour accéder au plan gratuit. Donc, vous trouvez aussi dans cette chaîne des vidéos déjà qui sont relatives à l'utilisation de la presse à BTC, voir comment est-ce qu'on analyse sa terre, comment est-ce qu'on fait les mélanges, comment est-ce qu'on tamise, comment est-ce qu'on fait, on presse, on utilise la presse à BTC, tout ça vous allez le voir et vous allez voir que c'est assez simple. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de travail et surtout beaucoup de réflexion et beaucoup de responsabilité pour entamer votre projet de construction. C'est un projet de vie. C'est vrai, un projet constructif, c'est un projet de vie, mais ça doit rester toujours d'une dimension raisonnable et ça doit toujours rester avec un souci d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour que ces informations soient diffusées le maximum. Ça permettra à l'éco-construction de pouvoir se propager dans ce monde. Alors si vous avez le projet de construire votre maison écologique, votre maison durable comme on a vu dans cette vidéo, je viens de lancer un programme d'accompagnement et de formation pour les autoconstructeurs. Ce programme s'appelle le Challenge Bâtisseur Autonome. Il vous permet de pouvoir construire votre maison écologique en terre, en BTC, en moins d'1 an. Si vous rejoignez le Challenge Bâtisseur Autonome, je vous envoie chez vous une presse à BTC pour pouvoir faire vos briques de terre compressées. Vous allez aussi recevoir un accès à l'espace membre où vous trouverez à l'intérieur non seulement la formation pour utiliser la presse, mais aussi pour faire vos briques de terre compressées, mais aussi toutes les informations, tous les tutoriels pour pouvoir bâtir votre maison pas à pas. Vous allez aussi trouver les plans de cette maison avec aussi un planning de travail pour 1 an pour découper chaque tâche, pour que vous sachiez quoi faire chaque week-end, pour que vous puissiez arriver à terme au bout d'1 an à déménager dans votre maison. Et vous trouverez également un quantitatif des matériaux pour savoir combien vous avez besoin de fer de BTC, combien vous avez besoin de menuiserie, quelle quantité de câbles pour l'électricité, tous les quantitatifs pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour rejoindre ce challenge bâtisseur autonome, vous trouverez le lien sous cette vidéo pour pouvoir accéder à plus d'informations en profondeur pour comprendre à quoi consiste le challenge. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt. Ciao, ciao.